Monsieur le Président, chers collègues académiciens et académiciennes, chers lycéens, chères lycéennes, nous allons parler de risques ce matin. Et en fait, dans une académie de médecine, c'est normal parce que les médecins prennent des risques tous les jours. Quand vous êtes médecin, vous avez à prendre des décisions fortes, en particulier de thérapeutique, dans un contexte d'incertitude, parce que parfois nous sommes sûrs de ce que nous faisons, et parfois, et même souvent, il y a un doute sur le fait que ce que nous allons faire à notre patient va vraiment conduire à la guérison ou pas. Et puis parfois, nos traitements peuvent conduire à des effets indésirables, parfois sévères. Et donc, nous prenons un risque en faisant nos prescriptions. Et en fait, tout humain autonome dans sa vie a à faire des choix, et ces choix, parfois, peuvent conduire à des désagréments, et donc, c'est ce qu'on appelle une prise de risque. Et comme un adolescent entame sa vie d'humain dans l'autonomie, il est normal que les adolescents prennent des risques. Et du coup, on pourrait s'arrêter là, mais vous avez remarqué que quand on parle des risques des adolescents, il y a une espèce d'emphase, c'est-à-dire ils en font trop, ils sont inconscients, et d'ailleurs je suis sûr que vous devez regarder ça avec un peu de perplexité, parce que souvent vous pensez que vous n'en prenez pas assez, en tout cas qu'on ne vous laisse pas en prendre assez. Et donc du coup la question mérite d'être posée, pourquoi cette tension autour des risques et de l'adolescence? Est-ce que nous on en fait trop? Est-ce que vous en faites trop aussi? Et donc pour essayer de mettre tout ça à plat, il va d'abord falloir par définir de quoi on parle et par définir ce qu'est l'adolescence. Et bien figurez-vous qu'en fait tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de l'adolescence. L'adolescence, ça se place dans une perspective de développement, du développement de l'être humain. Et donc on va repartir au tout début, quand vous êtes né. Figurez-vous que l'espèce humaine a une particularité, on appelle ça la néothénie, c'est-à-dire nous naissons prématurés. Vous pourrez me poser la question après si le détail vous intéresse, mais il semblerait qu'une grossesse humaine ne devrait pas durer 9 mois, mais plutôt autour de 1 an et demi. Et en tout cas, ça a comme conséquence que le cerveau humain à la naissance représente en masse 25% de la masse du cerveau humain adulte. Alors que dans la moyenne des mammifères terrestres, c'est 90%. Donc vous voyez, le cerveau à la naissance d'un mammifère terrestre est à peu près le même que le cerveau de ce même mammifère quand il sera adulte. Alors que nous, c'est 25% de la masse, et chez les primates qui nous ressemblent le plus, comme les chimpanzés, c'est 50% de la masse. Donc on voit que le cerveau de l'être humain va croître considérablement dans les premières années de vie. Et ce qui fait que nos premières années de vie ont une importance toute particulière. On va apprendre à parler, on va apprendre à gérer nos émotions, à gérer nos interactions, et qui sont avec nous pendant ces premiers moments de notre vie? Nos parents. Et donc, chez l'espèce humaine, la place des parents joue un rôle considérable. Vous l'avez remarqué, et vous remarquerez que même nous qui sommes plus âgés, nos parents ont une place importante dans notre vie. Alors ça va avoir quoi comme conséquence? Quand les relations entre les parents et les enfants sont sécurisantes, le développement de l'enfant va bien se passer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, il y a des enfances difficiles, il y a des enfances avec des traumatismes, et ça va conduire à des anomalies de développement qui vont conduire, on va le voir tout à l'heure, à des prises de risques. Donc tout commence déjà très tôt. Alors après, l'enfant grandit, il va à l'école, il apprend. Et ça aussi, c'est une particularité de l'être humain, c'est d'avoir un cerveau particulièrement développé qui fait qu'on apprend sans arrêt des choses et qu'on est extrêmement performant, et même parfois trop. Vous êtes au courant de ce qui se passe sur notre planète. Et donc, il grandit, et vers l'âge de 10 ans, 12 ans, il va commencer à se passer des choses. Et vous l'avez déjà expérimenté. Vers 10-12 ans, ce sont les théories piagétiennes. En fait, l'être humain commence à avoir une conscience de lui. Alors en fait, certains enfants l'ont déjà, c'est statistique ce que je vous dis. Et puis c'est même culturellement dépendant. Figurez-vous que les Japonais n'utilisent pas la notion de conscience de soi, ils appellent ce qui se passe vers 10-12 ans la révélation de soi, c'est-à-dire tout d'un coup l'être humain réalise qu'il est quelqu'un autonome et qu'il a même une intériorité, c'est-à-dire une vie psychique. À cet âge-là aussi, l'enfant, le préadolescent,
a conscience que la mort est permanente. Pour beaucoup d'enfants, à 4, 5, 6, 7 ans, en fait, la mort, le grand-père est mort, mais ils vont demander, mais quand est-ce qu'il va se réveiller? Parce que le fait que la mort soit quelque chose de permanent est quelque chose de terriblement abstrait qu'ils ont du mal à comprendre. Et c'est vers 10, 12 ans qu'on réalise que la mort, c'est permanent. Et ça, c'est un choc, bien entendu. Et pour tout le reste de votre existence, penser qu'un jour, on va disparaître, que ça va être permanent, c'est quelque chose qu'on aura toujours définitivement du mal à gérer. Et puis, l'accès à la transcendance, c'est-à-dire aux croyances supérieures qui appartiennent aux uns et aux autres. Alors vous me direz, ça a à voir avec quoi, enfin, quel rapport avec le risque? Eh bien si. Il y a des conduites, à partir de cette tranche d'âge et pour cette raison, des conduites que nous on qualifie des prises de risque et qui le sont objectivement, mais qui sont en rapport avec cette phase développementale. Par exemple, il y a quelques années, il y avait une épidémie de prise de risque ultime où des jeunes adolescents se mettaient sur une voie ferrée, attendaient qu'un train arrive et sortaient de la voie ferrée au dernier moment. Alors ça, c'est une prise de risque absurde. C'est une prise de risque absurde. Et donc nous, on ne comprend pas pourquoi un adolescent fait ça, et c'est pour ça qu'on s'y insurge. Et en fait, on appelle ça des conduites ordaliques, c'est-à-dire que je réalise que je suis vivant sur Terre. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? De quel droit? Tout ça est vide de sens. Eh bien, je vais me mettre sur une voie ferrée, je vais attendre qu'un train arrive et je vais voir si la mort va arriver ou pas. Et donc, bien sûr, il ne faut pas le faire. Il vaut mieux en parler entre nous. Le problème, c'est que en parler avec ses parents à table, c'est pas facile. Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je pense? Est-ce que toi tu penses pareil que moi? Est-ce que toi aussi à l'intérieur de toi tu te sens vide et seul par moments, etc. On ne parle pas de ça et donc du coup, alors qu'en fait je vous rassure, on est tous pareils. On est tous pareils, donc ça peut conduire à des conduites de risque qui apparaissent absurdes et contre lesquelles il faut agir, bien entendu. Autre exemple auquel vous devez être confronté, je suis sûr, ce qu'on appelle, nous, le binge drinking, c'est-à-dire les conduites de prise de toxiques massives, en particulier d'alcool, mais pas que. Donc les saouleries. Et donc ça aussi, ça nous choque. Mais pourquoi ils boivent? Pourquoi ils se mettent à boire tant, à être complètement laminés par l'alcool, à vomir, etc. C'est complètement absurde. Eh bien, en fait, ça participe de la même logique. C'est-à-dire que, je pense, oui, mais alors, quand je bois, je suis différent. Et, c'est intéressant de se sentir différent. Et puis, jusqu'où je peux aller, finalement? Plus je bois, à la fin, je suis dans un état quasiment comateux, je peux être comme ça. C'est une forme de découverte de soi-même qu'il vaut mieux éviter. En tant que médecin, je ne peux pas vous dire le contraire. Il vaut mieux l'éviter. Et encore une fois, il vaut mieux en parler. Mais ce type de conduite, qui peut paraître complètement absurde, en fait, peut s'expliquer par notre développement à nous humains. Alors donc ça, c'est à partir de 10, 12, 13 ans. Et puis, dans la foulée, il va se passer quelque chose. Vous avez remarqué aussi, c'est l'accès à la sexualité. Et ça n'est pas rien dans la vie d'un être humain. Parce qu'il y a la sexualité et il y a bien sûr l'amour aussi, qui sont liés l'un à l'autre, mais pas de façon complètement exclusive. Alors cette histoire d'amour et de sexualité, c'est compliqué, pourquoi? Parce qu'on est vulnérable. Dans une relation amoureuse, on est vulnérable. Dans une relation sexuelle, on est vulnérable aussi. Les corps sont vulnérables. Il y a une perte de contrôle, vous avez remarqué aussi, c'est dans plein de livres, dans plein de chansons, quand on est amoureux, on ne se contrôle plus. Et dans la relation sexuelle aussi, il y a une perte de contrôle qui fait peur. Et puis, il y a du désir et du plaisir. Et c'est assez déstabilisant psychologiquement. Quand vous mélangez perte de contrôle, vulnérabilité, désir, plaisir et l'autonomie, c'est-à-dire que vous êtes censé être maître de vos actes, être autonome, la vie est un peu compliquée. Mais là aussi, je vous rassure, nous sommes tous pareils, et c'est bien d'en discuter ensemble pour avoir conscience que nous sommes tous pareils, et si ça peut vous éviter d'avoir des conduites à risque dans le cadre de vos sexualités, ce qui est compréhensible, ça sera mieux pour tout le monde.
Alors, on arrive à, finalement, la question d'adolescence. Alors, je vous ai dit comment on définit l'adolescence. Et je vous ai dit que tout le monde n'était pas d'accord. Alors, sur le début, tout le monde est à peu près d'accord. Il y a ce qu'on appelle la puberté, qui vient d'arriver. La puberté, c'est l'accès à la fonction de reproduction, pour le dire vite. C'est une période qui va se dérouler sur 2-3 ans, avec, chez les garçons, l'augmentation de volume des testicules, et chez les filles, ça commence par l'augmentation du volume mammaire. Et puis ça va continuer comme ça avec l'arrivée de poils axillaires, le changement d'odeur, qui est quelque chose que l'on néglige complètement. Un enfant n'a aucune odeur et un adolescent commence à avoir des odeurs, et vous savez que c'est sûrement pour ça qu'on dit qu'ils ne se lavent pas, etc., ils sont sales. En fait, c'est juste la réalisation qu'un adolescent, comme un adulte, sent quelque chose. Et ça vient tout simplement de la transformation de notre transpiration, qui n'a plus la même composition chimique que chez l'enfant. Donc le début de l'adolescence a à voir avec l'accès à la sexualité et à la fonction de reproduction. Eh bien, figurez-vous que chez les animaux, en fait, le début de l'accès à la fonction de reproduction, l'âge de début change complètement. Et on pourrait imaginer que plus les mammifères ont une masse importante, plus ils ont besoin de se construire, plus l'âge de la reproduction va être élevé. Et ce n'est pas vrai. Le bison qui pèse 1 tonne a accès à la fonction de reproduction à 1 an et demi. Et c'est en fait l'âge d'accès à la fonction de reproduction dépend en réalité beaucoup plus de la masse du cerveau que de la masse du mammifère. Et alors chez les chimpanzés, du coup c'est assez proche de nous, c'est 11 ans et demi. Mais il y a un délai chez les primates entre l'âge d'accès à la fonction de reproduction et le fait d'avoir un enfant. Il y a une période d'âge. Il y a quelques années de décalage que les primatologues appellent l'adolescence. Alors chez le chimpanzé, c'est à peu près 2 ans. Une femelle chimpanzé qui reste dans sa tribu, donc a une puberté qui commence à 11 ans et demi, et à sa première grossesse à 13 ans et demi. Sauf si la femelle chimpanzé quitte sa tribu, et en fait c'est un rituel chez les chimpanzés, contrairement à d'autres singes où ce sont les mâles qui partent, chez les chimpanzés ce sont les femelles. Donc la femelle chimpanzé part, et à ce moment-là, il va y avoir une injonction sociale à ce qu'elle n'ait pas de petits très vite, parce qu'il va falloir qu'elle trouve une nouvelle tribu et qu'elle s'accouple, etc. Et c'est en moyenne à 16 ans qu'elle a sa première grossesse. Et vous me voyez venir, chez l'humain, c'est pareil. Chez l'humain, c'est pareil. Il y a accès à la fonction de reproduction vers 12 ans, mais l'âge des premières grossesses, en France, est en moyenne à 29 ans. Et c'est une injonction sociale. C'est une injonction sociale parce qu'on a beau dire qu'une grossesse et une naissance, c'est un heureux événement. Si vous arrivez un soir et que vous dites à vos parents « Papa, maman, je suis enceinte », ça ne va pas être un heureux événement. Et ça, c'est ça qui définit en fait l'adolescence chez les humains. C'est une période de la vie où l'on devrait avoir des enfants, et c'est une période de la vie où on vous interdit d'en avoir. Pourquoi ? Parce que vous devez apprendre, parce que vous êtes au lycée, parce que vous serez à l'université, et parce que pour nos sociétés, c'est très important d'avoir un fonctionnement cognitif extrêmement performant. Parce que c'est ça qui fait que nos sociétés ont une croissance du produit intérieur brut, sont fortes. Et donc on vous interdit d'avoir des enfants, et cette interdiction, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous pose problème. Parce qu'en fait, biologiquement, vous êtes dans un état où à l'intérieur de vous, il y a une énergie qui vous pousse à avoir de la sexualité et même, figurez-vous, à vous reproduire. Alors vous me direz, mais non, pas du tout, moi je n'ai absolument pas envie d'avoir des enfants en ce moment, c'est juste absurde. Mais alors, vous n'avez pas remarqué que vous avez des camarades qui adorent avoir des petits animaux avec eux, qu'ils aiment câliner, etc., et qui demandent même à leurs parents est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit chat ou un petit chien, etc. Je crois que vous m'avez compris.
On appelle ça du refoulement et de la sublimation. Hein. C'est-à-dire que vous intériorisez le fait que, ben oui, vous avez envie d'avoir des enfants, en réalité, et c'est humain. Hein. Mais il y a un interdit, et vous gérez cet interdit, vous le gérez en le refoulant, et puis en le sublimant, c'est-à-dire que ben, vous allez faire de la musique, de la danse, etc. Hein, c'est de la sublimation, c'est-à-dire cette énergie qui normalement part vers la reproduction, ben, vous la mettez ailleurs, et souvent pour le meilleur. Pour le meilleur, mais c'est vrai que ça déstabilise. Vous êtes dans une situation déstabilisante parce qu'elle n'est pas complètement naturelle. Et ça va vous pousser aussi à avoir des comportements que nous, on va trouver bizarres. Donc du coup, vous voyez, quand on mélange la conception piagétienne de l'évolution, c'est-à-dire l'accès à la conscience de soi, à la transcendance, à la permanence de la mort. 2, quand on a accès à la sexualité aussi. 3, quand on a une injonction de ne pas se reproduire, eh bien vous êtes dans une période d'âge, effectivement, où il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir des tensions. Parce que ce que dit l'épidémiologie et ce que disent les sciences cognitives, c'est qu'en fait, ça a beau être une période de tension, la plupart d'entre vous, vous le gérez parfaitement bien. Et d'ailleurs, la plupart d'entre vous n'avaient pas de conduite à risque. Alors, quand on rentre dans les détails de ce que disent les études, et c'est là que c'est intéressant de mettre un peu de science, c'est qu'en fait, vous êtes différents. Vous n'êtes pas tous les mêmes, et ça dans des proportions assez importantes. Il y a effectivement 3-4% des jeunes qui, à partir de l'âge de 10 ans, ont des conduites de prise de risque très élevées et qui vont durer toute la vie. Mais l'immense majorité vont être au contraire très bas. Et puis il y en a aussi 3-4% qui partent bas et puis qui vers l'adolescence commencent à grimper et à apprendre à avoir des conduites à risque. Et c'est eux en fait, c'est pour eux qu'on dit qu'il y a une crise d'adolescence. Parce que pour ceux qui sont toujours dans les conduites à risque, c'est des enfants à problème. Pour ceux qui vont bien tout le temps, ils sont cool, et puis il y en a qui changent. Il y en a pour lesquels il y a une rupture, et c'est là qu'on dit qu'il y a une crise d'adolescence. Alors, ça vient d'où ça ? D'où vient finalement, que disent les scientifiques et les psychologues sur ces changements et sur le fait qu'il y a une hétérogénéité dans les conduites à risque ? Eh bien, le mot-clé là-dedans, c'est impulsivité. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons tous plus ou moins une tendance à l'impulsivité. Je vais définir ce que c'est dans 2 minutes. Et donc, je le fais tout de suite. Hein. Impulsivité, en fait, la définition traditionnelle, c'est j'agis sans réfléchir. Et bien sûr, si on agit sans réfléchir, eh bien, on fait des erreurs. Parce que réfléchir, ça permet d'anticiper les inconvénients de nos actes et donc de gérer nos risques. Et donc l'impulsivité, bien sûr, est à la base de la prise de risque excessive. Alors, il se trouve que les enfants sont impulsifs, mais comme ils sont petits, en fait, les adultes contiennent leur impulsivité. Et donc, en fait, le fait que les enfants 5, 6, 7 ans soient impulsifs, ce n'est pas un problème sociétal. Mais vous qui êtes grands comme nous, si vous êtes impulsif, alors ça commence à poser un problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit à tort que les adolescents sont violents. L'âge de la vie où on est le plus violent, ce n'est pas à l'adolescence, c'est à 3 ans. Et ça, c'est complètement, dans toutes les sociétés, sauf à 3 ans, on est capable de dire arrête, et puis ça ne pose de problème à personne. Donc, à partir de 10 ans, l'impulsivité chez l'humain diminue, mais doucement, et d'ailleurs elle diminue plus lentement chez les garçons que chez les filles, et en parallèle, la recherche de nouveautés, de sensations augmente et va décroître vers l'âge de 20 ans. Et c'est cette double cinétique qui va faire que ça peut bien se passer, c'est-à-dire que je cherche de la nouveauté et c'est normal, vous devenez autonome, donc vous apprenez le monde, vous apprenez tout ce qui se passe dans la vie. Et en même temps, vous êtes moins impulsif, donc en allant vers le monde, vous pouvez prendre des risques, mais en étant moins impulsif, vous maîtrisez ces risques. Et donc la vie est bien faite. Mais si l'impulsivité persiste à un niveau élevé, alors c'est là que les problèmes vont arriver, parce que vous explorez le monde, mais vous ne faites pas attention aux conséquences que ça peut avoir, et donc vous prenez des risques excessifs.
Alors là où ça se complique un tout petit peu, c'est que l'impulsivité, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a certes agir avant de réfléchir, mais il y a aussi l'intolérance à la frustration, l'impatience, qui est aussi une forme d'impulsivité. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Par moment, on ne supporte pas que les choses ne viennent pas assez vite, et on s'énerve. Et puis il y a aussi, j'en ai parlé, la recherche de sensations. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Certains d'entre nous, on aime conduire vite en moto, et ce n'est pas forcément une question de prise de risque, c'est une question de ressentir une espèce d'énergie à l'intérieur de soi, cette sensation tout d'un coup de faire du ski. Hein. Faire du ski, c'est une recherche de sensations dont on essaie de maîtriser les risques avec le casque, etc., etc. Et donc cette pluralité de prise de risque fait que, cette pluralité d'impulsivité fait que la notion de prise de risque à l'adolescence est elle aussi compliquée, et ses déterminants sont compliqués, en partie génétiques et en partie environnementales. Et je vous ai dit notamment que ce qui se passe dans les premières années de vie vont déterminer aussi en grande partie le fait que vous allez être impulsif et vous allez avoir plus de risques d'être à risque. Voilà, alors j'en arrive à ma conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Ben, vous avez vu d'abord que parfois il y a des discours simplistes, vous l'avez remarqué, sur la prise de risque à l'adolescence. Ces discours simplistes sont non seulement non pertinents, on vient de le voir, mais ils peuvent être même contre-productifs. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que faire venir des policiers dans les collèges pour expliquer que prendre du cannabis, c'est pas bien, ça peut conduire à une augmentation de la prise de cannabis. Deuxième point, le risque, ça fait partie de la vie du sujet autonome. Les humains sont autonomes, ils ont à faire des choix, donc ils ont à prendre des risques. C'est la vie. Et donc ce qu'on doit faire, nous, socialement, c'est vous accompagner dans l'apprentissage de la prise de risque. On doit accepter que vous allez devoir prendre des risques. Voilà. Et plutôt que de vous protéger sans arrêt, parce qu'on vous aime bien, et puis on vous protégeait quand vous étiez enfant, mais il faut qu'on apprenne que, effectivement, à l'âge que vous avez, il faut que vous preniez des risques, et il faut qu'on vous aide à les prendre. Il doit y avoir une initiation à la prise de risque, mais en parallèle, on doit aussi prévenir, reconnaître ceux qui, parmi vous, sont trop fragiles par rapport à cette prise de risque, parce qu'ils sont impulsifs en particulier, et donc les reconnaître, le prévenir, et puis les prendre en charge, nous pédopsychiatres, quand ça devient absolument nécessaire. Merci pour votre attention.